constantes et mensuration. Diapo. Toujours l'examen physique précise les territoires ganglionnaires atteints, cervical dans 85% des cas, au niveau inguinal et sous-diaphragmatique dans 5% des cas. L'examen local permet la description des adénopathies et précise la localisation superficielle localisée au niveau cervical, susclaviculaire ou axillaire. La taille qui peut être moyenne ou grosse, la consistance ferme et élastique, les caractères mobiles, indolores, non inflammatoires, non pustulisés, non rétractifs. Il faut également compléter par l'examen complet des autres appareils à la recherche d'autres localisations, à savoir des atteintes extraganglionnaires métastatiques qui existent et se situent le plus souvent au niveau pulmonaire, médulaire, osseux, hépatique et splénique, surtout dans le stade 4, dans 10% des cas. Ces atteintes sont cependant rarement à l'origine du diagnostic, mais le plus souvent détectées au cours du bilan d'extension. Il en est de même pour les atteintes extraganglionnaires par conjuguité. Toujours pour l'examen clinique, il peut alors exister des signes cliniques en rapport avec ces localisations, tels que la toux, un ictère, des troubles digestifs, des douleurs osseuses, etc. L'atteinte cutanée est très rare. Elle représente 0,5 à 3% des cas et se traduit en général par des plaques indurées ou des nodules érythémateux. L'atteinte neurologique est également exceptionnelle et peut se présenter sous la forme d'une épidurite. Dans de rares cas, on rencontre un syndrome paranéoplasique tel qu'un syndrome néphrotique ou des manifestations auto-immunes qui peuvent précéder le diagnostic. Pour l'examen paraclinique, on va d'abord parler des examens d'orientation, à savoir l'hémogramme. À l'hémogramme, la numération peut être normale, ou bien il objective parfois une anémie hypochrome microcytaire ou normochrome normocytaire. Il peut également exister une hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile, ou une lymphopénie, ou une thrombocytose également. Pour les signes inflammatoires biologiques, en rapport toujours avec les signes d'orientation, on a la VS qui est positive supérieure à 30 mm par heure, surtout dans les stades 1 et 2A. La fibrinogène qui est supérieure à 5 grammes par litre, albumine inférieure à 35 grammes par litre, et l'IDRT qui peut être positive. Mais sa négativité n'élimine pas le diagnostic, vu qu'il est négatif dans 75% des cas. Parlant toujours des examens paracliniques, on a l'examen histologique et se fait le plus souvent sur une biopsie ganglionnaire. La biopsie peut se faire soit par chirurgical, peut se faire soit par voie chirurgicale, soit une microbiopsie, le plus souvent éco-guidée. Le choix du type de biopsie dépend du contexte clinique et des habitudes locales. La rareté des cellules de Rett-Steinberg explique la difficulté diagnostique, notamment en cas de fragments de biopsie de taille insuffisante. L'examen histologique toujours, elle permet de poser le diagnostic en montrant la présence des cellules de Rett-Steinberg et de leurs variants, et de classer le lymphome de Hodgkin en sous-type histologique selon la classification de l'OMS décrite précédemment, à savoir la forme scléronodulaire, la forme à cellularité mixte, la forme diffuse riche en lymphocytes, la forme avec déplétion lymphocytaire. Toujours pour les examens paracliniques, on va faire également l'immunohistochimie qui permet de doser les protéines, à savoir le CD30, CD15 qui sont positifs, CD20 parfois positifs, antigène de surface épithéliale qui est négatif, le CD45 qui est négatif et le LMP qui est positif dans 50% des cas. Pour le diagnostic différentiel,
Pour le diagnostic différentiel, elle peut se faire avec les pathologies infectieuses, à savoir la mononucléose infectieuse, qui est le principal diagnostic différentiel. L'immunophénotypage aide à différencier les cellules réactionnelles de la mononucléose infectieuse des cellules tumorales. Mais dans les deux cas, les cellules expriment le CD30 et la LMP. D'autres maladies infectieuses également peuvent se différencier de la maladie de Hodgkin en se présentant avec des adénopathies volumineuses et persistantes associées à des signes généraux. Mais également, le diagnostic différencié peut se faire avec la maladie des griffes du chat et de la tuberculose ganglionnaire, évoquée cliniquement en fonction du contexte. La différenciation, le diagnostic différencié peut se faire également avec des pathologies tumorales, à savoir le lymphome anaplasique à grandes cellules, qui se présente de façon similaire au lymphome de Hodgkin avec des signes généraux, une masse tumorale évoluant assez lentement. Le lymphome anaplasique à grandes cellules diffère du lymphome hodgkinien par la présence d'une atteinte cutanée fréquente ainsi que d'autres atteintes extraganglionnaires. En histologie, il y a une infiltration préférentielle des zones ganglionnaires, paracorticales et des foyers de nécrose. Surtout sur le plan immunologique, les cellules expriment le CD30 comme dans le lymphome de Hodgkin, mais également le CD45 et exceptionnellement le CD20. Elles expriment la protéine ALK et la protéine MA. Elles n'expriment pas la protéine LMP de l'Epstein-Barr virus. La cytologie peut aider également quand elle retrouve la translocation 2,5, typique du lymphome à grande cellule. La anaplasique à grande cellule, oui. Le lymphome diffus à grande cellule B, plus fréquemment chez l'adulte, peut également être évoqué cliniquement, surtout dans sa forme médiastinale. En effet, il y a un continuum entre le lymphome à grande cellule B primitif du médiastin et le lymphome de Hodgkin. Et il existe des formes frontières également. Le lymphome à grande cellule B primitif du médiastin et CD30, ils sont positifs, CD15 négatifs et CD20 positifs. Les lymphoblastiques T et les lymphomes de Burkitt ont une présentation clinique différente avec une évolution beaucoup plus rapide et plus fréquemment des signes de compression et une atteinte médulaire. Des tumeurs solides comme le rhabdomyosarcome font beaucoup plus rare l'objet de diagnostic différentiel avec le lymphome de Hodgkin. Pour le diagnostic d'extension, il est important d'évaluer l'extension de la maladie afin de classer le lymphome de Hodgkin en fonction du stade et d'adapter ainsi la stratégie thérapeutique. Évaluation clinique. L'examen clinique décrit les territoires ganglionnaires atteints que la palpation met en évidence. Il doit également rechercher une hépatosplénomégalie. Il faut rechercher des signes généraux tels que la fièvre, une perte de poids de plus de 10% ou des sueurs nocturnes. Un examen otorhinolaryngologique ORL peut être nécessaire pour rechercher une atteinte de l'anneau de Waldeyer en cas de suspicion clinique ou paraclinique. Diapo. Pour l'évaluation biologique, le bilan biologique recherche un syndrome inflammatoire, à savoir une élévation de la vitesse de la VS supérieure à 30 à la première minute, une élévation des lactodéshydrogénases LDH, des anomalies de la numération fournie sanguine et du bilan hépatique. L'imagerie. On va également faire pour le bilan d'extension la radiographie du thorax pulmonaire